Bienvenue dans la deuxième partie d'une semaine dans le monde. On continue donc de balayer les grands sujets de l'actualité cette semaine. On a fait le tour un petit peu de ce qui se passait en Syrie et en Irak aussi. Un point sur ces obsèques aujourd'hui à Jérusalem pour lesquelles plus d'une dizaine de dirigeants se sont déplacés. Un dernier hommage donc rendu à Shimon Peres, le dernier père fondateur d'Israël qui a été enterré aujourd'hui. On va passer maintenant au reste. Il nous reste pas mal de choses dont il faut parler qui ont été importantes cette semaine. Tout d'abord, cette réunion qu'on attendait, mais la décision surprise qui en est sortie, c'était la réunion des membres des pays producteurs de pétrole à Alger. Personne ne s'attendait, Thierry Guerrier, à ce qu'ils trouvent un accord, à ce qu'ils se mettent d'accord sur une limitation de la production. On s'attendait à ce que ce prix du baril de pétrole qui reste en dessous, obstinément en dessous de la barre des $50 depuis maintenant des mois, il reste et que personne ne puisse faire quelque chose puisqu'ils n'arrivaient pas à s'entendre. Et surprise, ils se sont entendus. Oui, alors cette décision a surpris. Cette réunion est du coup un événement assez considérable parce que la décision est fragile. L'antagonisme entre l'Arabie Saoudite, qui est le pilote de l'OPEP, et l'Iran rend fragile toujours cette décision, et il faut observer ce qui va se passer, et en particulier au prochain sommet en novembre. Donc c'est un peu trop tôt pour être définitif, je dirais, ou trop péremptoire. D'ailleurs, les marchés ont semblé prendre cette incertitude en compte. Pour autant, la situation est la suivante. La ressource aujourd'hui en énergie fossile, en pétrole en particulier, est considérable. Elle est surabondante. Donc l'offre étant considérable, ça explique, c'est une des raisons, mais une des raisons seulement, qui explique que le prix du baril reste en dessous des $50. Mais c'est un arbre qui cache la forêt. C'est un leurre, cette surabondance. En réalité, le prix si bas interdit, ou en tout cas rend très difficile aux compagnies privées en particulier, mais pas uniquement, et même aux compagnies d'État, d'investir suffisamment pour anticiper les recherches dans les nouvelles réserves dont la planète, pour l'instant encore, puisque le fossile demeure une énergie nécessaire au regard de l'industrie, des moteurs, etc. On a besoin d'investir beaucoup pour aller chercher les nouvelles réserves, qui sont un élément qui, économiquement c'est prouvé, nourrissent la croissance. Qu'on l'aime ou pas, qu'on veuille le renouvelable demain et la transition énergétique. Il n'empêche qu'à court terme, c'est-à-dire 10, 20, 30 ans, on a encore besoin de cela. Or, on va se retrouver, et c'est pour cela sans doute que cette décision est intervenue, il y a une prise de conscience chez tous les membres de l'OPEP, en dehors des difficultés spécifiques de trésorerie du Venezuela, de l'Algérie aujourd'hui, il y a un besoin d'avoir une stratégie commune pour retrouver un certain niveau de prix, pour pouvoir mener ces investissements, ces recherches, pour trouver de nouvelles réserves. Et donc, pour éviter qu'on se retrouve, sinon, c'est ce que disent certains économistes, et j'en finirai là, dans un nouveau choc pétrolier dans les 5 ans qui viennent, avec une baisse de la ressource et un prix qui, lui, aurait remonté entre-temps. Mais trop tard, voilà. Ziad. Juste une chose quand même, il ne faut pas sous-estimer la crise de cash qui frappe les pays producteurs. Et un pays comme l'Arabie Saoudite, c'est vrai que l'Arabie Saoudite fonctionne à moyen terme, mais il fonctionne aussi à très court terme. Leur déficit budgétaire est de plus de $100 milliards. Ça veut dire que ça fragilise frontalement le pouvoir politique. Algérie. Ça veut dire qu'ils ont commencé à... L'Algérie, bon. Mais on parle de l'Arabie Saoudite, qui est le premier producteur, qui est le centre du Moyen-Orient, on en a parlé 50 fois. Ils ont un problème de liquidité. Et il y a eu ils peuvent tenir encore. Oui, mais c'est très compliqué. Il y a quand même, c'est des pays fragiles. Ils essayent de passer d'un mode à un autre. Il y a une contestation à l'intérieur du système qui est réelle. Donc le système a beaucoup vécu sur la redistribution. Si on a un baril chroniquement faible sur 5 ou 10 ans, je vous garantis qu'il va y avoir des soubresauts. Il ne faut pas forcément lire dans le fait qu'un accord ait été trouvé et que Riyad ait eu l'air plutôt généreux en acceptant la position de Téhéran, un rapprochement quelconque entre les deux puissances. Les Iraniens sont soumis à la même pression et les Russes qui ont soutenu cet accord sont soumis à une pression budgétaire très forte. Mais là où je suis d'accord avec Ziad, c'est qu'il y a des facteurs différents mais objectifs qui ont amené les différents partenaires très antagonistes, l'Iran par exemple, Venezuela, l'Algérie, je le disais, mais évidemment l'Arabie Saoudite. Et puis ils ont tous besoin de voir le pétrole renchérir. Et puis les Américains ne font pas partie de l'OPEP et ils produiront ce qu'ils voudront comme ils auront envie, et s'ils veulent torpiller ce deal, ils le torpilleront. C'est une des raisons pour lesquelles... D'abord, l'OPEP, c'est 40% simplement de notre production. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut très vite se débarrasser, se libérer en tout cas de ce poids presque trop stratégique pour nous, pour l'Occident, de ces pays producteurs de pétrole.
afin de développer le gaz de schiste, parce que ça reste quand même une menace. Ou produire du gaz de schiste. Ou les énergies renouvelables en France, en Europe en tout cas. Et donc nous avons à accélérer. Et Yvan, on parlait déjà de se débarrasser de notre libération, parce qu'il devient insoutenable maintenant d'être quand même. Dans les années 70 que tu as vécu plus lucidement que moi, pas pour raison de date de naissance, il y avait déjà le mythe de se débarrasser des producteurs de pétrole du Moyen-Orient. Résultat, on est toujours aussi dépendant parce qu'on n'a pas fait l'effort, mais bien. Non, mais parce qu'on consomme, c'est tout. Et... Non, mais avec 58 centrales nucléaires en France, on a fait un effort quand même. Oui, bien sûr. Mais je pense que le gaz de schiste américain est un des moyens qui fait qu'on ne peut pas, en tout cas, il me semble, pour les consommateurs européens et pour les consommateurs français, ils ne doivent pas craindre une augmentation considérable du prix de l'essence. Comment vous pouvez la craindre dans les années 70? Comment vous pouvez la craindre précisément parce que vous avez le marché américain qui peut rééquilibrer sur le gaz. Je répète, l'effet de ciseaux qu'il peut y avoir entre la difficulté à aller chercher de nouvelles réserves dans les 20 à 30 ans qui viennent et la nécessité absolue pour les raisons politiques de voir remonter les cours, donc une alliance objective entre tous ces acteurs de l'OPEP peut arriver à déclencher pour certains économistes dans les 5 ans qui viennent peut-être un nouveau choc pétrolier. Alors on va passer à l'élection américaine. Est-ce que vous avez quelques images pour nous? J'en ai plein, évidemment. Parce que des gens comme Sarkozy et Trump, pour nous, il n'y a qu'à se baisser pour prendre, évidemment. Donc j'ai plein de dessins dessus. Et on a adoré ce débat. On va en écouter un petit extrait dans un petit moment, mais rapidement les images que vous avez amenées. Je commence par un dessin de Chapat qui est très bien. Vous voyez les Américains qui regardent le débat, ils disent il est meilleur en 140 caractères qu'en 90 minutes. Et ce que j'adore dans ce dessin, regardez le décor. C'est la différence qu'il y a entre le décor, c'est vraiment l'Amérique moyenne. Vous avez le cerf, les fers à cheval, la pub de Budweiser. Et eux, ils parlent de technologie ultra-moderne. Et c'est là la dichotomie qui est entre les deux qui est très bien. Ce dessin-là de Brandan, qui est un dessinateur sud-africain, qui nous montre en fait la baudruche Donald Trump, qui est en fait un décor de théâtre en carton-pâte. Et on s'aperçoit que Clinton, elle a gagné le débat. C'est un peu l'impression que tout le monde a eue. Voilà. Clinton a clairement gagné. Alors j'ai ce dessin-là qui est très bien, qui s'appelle Trickle Down. Donc ça gagner l'élection, pas le débat. Oui. Ce sera plus important. Les retombées, parce que Donald Trump a quand même dit qu'il était fier de ne pas payer d'impôts. C'est quand même énorme. Ça, il l'a dit en direct et c'est passé un peu comme une lettre à la poste. Je ne sais pas si on voit ce dessin qui est très bien. On voit qu'il urine sur l'Américain moyen. Et puis, ce dessin que j'adore de Joel Pett, qui est un Américain. J'ai un plan pour défaire l'État islamique, mais je ne peux pas le révéler parce qu'il est dans ma déclaration d'impôt. Ça mélange deux choses qui n'ont rien à voir et je trouve ça très fort. C'est la force du dessin de presse, c'est de mélanger deux choses qui n'ont rien à voir et ça donne une idée. Et puis, je termine par un dessin de Bertram, dessinateur néerlandais, qui fait un peu match nul, mais Hillary Clinton a quand même plus ou moins gagné un tout petit peu parce que les barbelés vont un peu plus loin dans la bouche de Trump que de l'autre côté. Mais ça se joue à peu de choses près. Alors, je vous laisse décider par vous-même si vous aviez raté ce débat. Et pourtant, 80 millions d'Américains l'ont regardé. C'est un record qui a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi pour nous. 90 minutes pendant lesquelles les deux candidats se sont affrontés en direct. On va en écouter un petit extrait. Nos emplois fuient le pays. Ils vont au Mexique, ils vont dans bien d'autres pays. Moi, je vais faire revenir l'emploi. Vous ne pouvez pas le faire. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Oui, depuis 30 ans. Donald, je sais que vous vivez dans votre propre réalité, mais les faits sont contre vous. Je ne crois pas qu'elle ait l'énergie suffisante. Pour être président de ce pays, vous avez besoin d'une énergie phénoménale. Eh bien, quand il aura voyagé dans 112 pays et négocié un accord de paix, un cessez-le-feu, il pourra me parler d'énergie. Yvan Rioufol, qui a gagné ce débat pour vous? Alors, formellement, c'est Hillary Clinton, bien sûr, et haut la main. On a bien vu qu'il y avait là une professionnelle et qu'il y avait en face un amateur. Mais je pense précisément que parce que Hillary Clinton est apparue comme étant professionnelle, cela peut la desservir au bout du compte, parce que ce qu'on ne comprend pas de ce phénomène Trump, et moi le premier, c'est vraiment cette révolte populaire qu'il a réussi à fédérer avec un instinct extraordinaire. Alors, naturellement, on peut lui faire toutes les remarques possibles sur sa mégalomanie, sa vulgarité, son manque de... peut-être même son manque de réflexion sur les grands sujets, mais en tout cas, il a eu cette intuition de comprendre qu'il y avait, en tout cas aux États-Unis, mais aussi en Europe, ce même phénomène de rupture avec l'establishment, et ce même phénomène de vouloir imposer une politique alternative qui est caricaturée maintenant par ce grand professionnalisme d'Hillary Clinton, mais aussi cette grande froideur, et elle représente derrière elle, c'est naturellement toute la côte Est, c'est Washington, c'est Wall Street.
Et donc, un peu la Californie. Un peu la Californie. Et donc, Trump, à son corps défendant, est porté par quelque chose qui le dépasse et qui peut l'amener à la Maison-Blanche. Et qui peut l'amener, et qu'on a du mal à comprendre, Thierry Guerrier. Peut-être qu'il y a quelque chose de fondamental au sein d'un populisme, d'un mouvement populiste qui le rend impossible à comprendre de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on regarde cette avancée de Donald Trump et on ne comprend pas. Mais elle existe, elle est réelle, et effectivement, comme dit Yvan, ça peut le porter jusqu'à la Maison-Blanche. L'enjeu tout de même, c'est de savoir si les effets de manche de Donald Trump et sa stratégie populiste vont finir par décider toute une partie de l'électorat américain qui ne va pas voter à se décider à se déplacer aux urnes le 8 novembre. C'est ça l'enjeu, parce que visiblement les résultats dans les sondages globalement montrent que le différentiel reste le même, à peu près 4 points, 42-38 d'opinion favorable plutôt pour Clinton, mais que ça n'a pas l'air de mobiliser pour autant davantage d'électeurs. Et c'est là que ça va se jouer. Si en effet il arrive à mobiliser un électorat qui n'allait pas voter jusque-là, alors Hillary Clinton a du mouvement à se faire. Si à l'inverse, au contraire, on reste sur un électorat convaincu et qui donne ses résultats dans les sondages, alors Clinton a des chances. C'est ça l'enjeu qui se joue en ce moment dans les débats, je pense. Faut pas inverser toutes les règles. Trump est habile, mais il est tellement habile qu'il se croit très 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 fort, et donc il fait, excusez-moi le terme, la connerie du débat. C'est-à-dire, il est tellement à l'aise, tellement sûr de lui, tellement sûr de son talent d'acteur qu'il va à ce débat un peu la fleur au fusil, et je vais leur montrer, etc. Et il se vautre lamentablement. Et les gens ne sont pas stupides. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand même où on se dit, et ça commence à se sentir par le fait qu'un journal populaire, par exemple, comme USA Today, qui est un journal très populaire d'une certaine manière aux États-Unis, pour la première fois de son histoire, dit il faut faire barrage. Donc il y a cette espèce de truc qui est en train de monter, il faut faire barrage, il faut faire barrage, il faut faire barrage. Et je pense qu'il s'en est rendu compte et qu'on verra un Trump tout à fait différent au deuxième débat. C'est-à-dire il va essayer d'être un peu plus dans le fond et un peu moins dans la forme. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier le système américain. C'est pas parce qu'on fait ça. Il y a un type qui a gagné qui a perdu. Al Gore avait le vote populaire, il a perdu l'élection. Donc il y a quand même un système qui est relativement verrouillé par ce qu'on appelle les États et les grands électeurs. Et aujourd'hui, pour déverrouiller un candidat démocrate, c'est très très puissant, parce qu'il faut gagner l'État de New York, il faut gagner l'État de Californie, il faut gagner la Floride. Et là, quand même, Hillary, sauf calamité absolue, c'est-à-dire si elle perd le contrôle de sa campagne, si quelque chose de scandaleux ressort de Benghazi ou des mails ou de je ne sais quoi. Et que ça. Le dernier point, je suis quand même fasciné par la tolérance de l'électeur dont tu parles, Yvan, de l'électeur populaire qui se révolte contre des gens qui truandent, qui disent qu'ils ne payent pas leurs impôts, qui disent que les femmes sont à mettre à la maison, qui disent qu'il faut faire... Je trouve ça absolument fascinant qu'il n'y ait pas dans cet électorat qui a besoin, je comprends, pour décrypter, qui a besoin d'une revanche, etc., mais il y a quand même des trucs énormes. Je crois que pour décrypter les outrances... Y compris en France, si on a le temps d'en parler. Non, mais je suis d'accord. Ah, mais on y viendra. Mais pour décrypter les outrances qui portent Trump, il faut comprendre, enfin, comme ça que je le comprends, que ce peuple-là est excédé de ce que l'on a appelé là-bas le politiquement correct, qui ressemble au nôtre, mais encore en puissance 10. Et donc, plus Trump multiplie précisément ses provocations, multiplie ses vulgarités, multiplie ce je m'en foutisme vis-à-vis des médias, plus les spectateurs, les électeurs américains jubilent et l'adorent. Donc je pense qu'au contraire de toi, au contraire de ce que tu penses, je pense que plus il peut au contraire être amené à alimenter cette politique de rupture. Si tu as les femmes contre toi, les noirs contre toi, les hispaniques contre toi, mais que tu ne mobilises pas dans les urnes en plus tes propres partisans. C'est plus compliqué que ça, parce que n'oublie pas qu'il c'est quand même un ancien démocrate, il est pour le mariage homosexuel, il défend les... Clinton était à son propre mariage à lui. Il défend l'avortement, etc. Donc il ne peut pas se mettre dans des cases. Non, moi ce que je trouve terrible, et ce que tu dis, et ce qui est vrai, c'est qu'en fait, plus elle va montrer de la compétence, plus elle a des chances de perdre. Ça, c'est une chose. Et là, l'autre question qui n'est pas encore venue sur la table et qui va venir, c'est on ne peut pas être président américain sans croire en Dieu. Et on a un type qui est complètement athée, qui va jamais à l'église. Moi, je me suis dit qu'un jour, on allait le voir aller dans une église et tout à coup nous dire je suis un grand croyant. Il le dit pas, et je vois pas comment un type qui croit pas en Dieu peut être élu président des États-Unis. C'est pour ça que j'y crois pas. Ce sera peut-être ça le miracle. Alors, parlons maintenant un peu de nos élections à nous, en France. Une élection du côté de la droite qui se prépare, qui se jouera maintenant dans quelques semaines seulement. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Yvan Rioufol restent assez proches dans les sondages, même si le maire de Bordeaux garde le dessus pour l'instant.
Oui, mais moi je ne sais pas, c'est indiscernable. Je ne me garderais bien de faire un pronostic parce que je ne vois pas, parce que ce qui se passe aux États-Unis se passe également en Europe et se passe très singulièrement en France. C'est-à-dire que nous sommes là aussi dans une rupture, dans une sorte d'insurrection civique vis-à-vis du modèle politique. Enfin, il n'y a plus que 8% des Français qui disent qu'ils font confiance aux partis politiques. La défiance est accablante. Quand vous reprenez les sondages, je crois que c'est 80% des Français qui ont un mépris, c'est le mot mépris, qui ont un mépris pour la classe politique. Donc un mépris, et qui ont un mépris d'ailleurs assumé vis-à-vis de Nicolas Sarkozy et vis-à-vis de François Hollande. Alors naturellement, Juppé s'en tire mieux parce que pour l'instant, il fédère toutes ces haines. Il fédère toutes ces haines, mais enfin bon, c'est pas non plus un perdreau de l'année. Donc moi, je pense qu'il faut s'attendre malgré tout à une montée des antisystèmes, Macron d'un côté, Le Pen de l'autre, qui peuvent encore troubler le jeu. Et ce que je vois en revanche, c'est que cette tactique qu'avait suivie Sarkozy, de se présenter en rebelle, en anti-politiquement correct, mais tout en disant qu'il soutenait Clinton, etc., et qu'il critiquait le populisme, cette posture-là devient de plus en plus ambiguë. D'ailleurs, c'est cette ambiguïté qu'a soulevé son ancien conseiller dans son livre, Patrick Buisson. Et donc, je crains que Sarkozy ne brûle ses dernières cartouches et ne se dévalorise encore davantage qu'il ne l'était auprès de ceux qui lui auraient fait confiance à un moment donné. On a l'impression, Nicolas Vadot, que les choses pour Nicolas Sarkozy vont de plus en plus mal au fur et à mesure que cette date, ce scrutin approche. Il me fait penser à Rosetta là, qui s'est écrasée sur la chourie. Oui, mais Rosetta, c'était fait exprès. Oui, mais là, je crois que c'est pas fait. Je pense qu'il est un peu en fin de vie politique et qu'il va s'écraser sur la planète primaire. Alors, il a répondu justement au livre qui a été publié jeudi, publié par son ancien conseiller. On va écouter tout de suite la réponse de Nicolas Sarkozy. Quand on sait l'ampleur des défis que la France doit relever, on ne recule pas. On ne recule pas même devant la bassesse, même devant l'outrance, même devant la calomnie, même devant la trahison. Ziad, pourtant, les révélations ont été terribles pour Nicolas Sarkozy, pour son image. Ce qui est le plus dur, parce qu'il y a deux dossiers Nicolas Sarkozy. Il y a le dossier, j'allais dire, je n'ose pas dire le mot, technique. Big Malion, dépassement de campagne, financement libyen, les écoutes, le trafic d'influence, la moitié de son environnement qui est en examen, ses amis proches de la police qui se retrouvent en garde à vue. Enfin bon, il y a la partie technique, ça fait beaucoup, et je pense qu'il a une posture très héroïque de chevalier qui attaquait de tous les côtés. Ça me rappelle Chirac avec les 50 couteaux dans le dos il y a une quinzaine d'années. Mais bon, ça va finir par faire mal parce que d'abord il y a des juges, parce qu'il y a des procédures, parce que ceci. Et il y a parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des. Voilà. Et l'autre aspect qui est assez, à mon avis, dévastateur, c'est tous ces textes, tous ces témoignages de gens qui ont travaillé avec lui et qui le démolissent. Alors, ça pose deux problèmes. C'est surtout ça, le plus dévastateur. Il apparaît comme un voyou, mais pour le reste, il n'a pas été condamné. Et au contraire, ça peut agrémenter sa posture de victime. Et puis le public français semble quand même avoir une tolérance assez extraordinaire quand on regarde de l'extérieur pour ce type de casserole-là. Je pense que franchement, il faut faire attention quand même, parce qu'il a une affaire qui est littéralement explosive, c'est Big Malion. C'est littéralement explosif. C'est-à-dire qu'il y a un moment ou un autre, vous savez, le niveau, il monte, et puis il y avait bien un chef. Et puis tous les autres disent, c'est lui le chef, et il était au courant. Et donc il peut dire ce qu'il veut, lui et ses amis, qu'il a déjà été condamné, mais pas pour la même chose. Les comptes 1 et les comptes 2, et puis ça ouvre le dossier libyen. Donc là, je pense quand même que c'est atomique pour lui. Oui. Et je pense qu'il est... quand même, 20 millions de dépassements, Yvan, c'est pas de la blague. On est en démocratie. Il va bien falloir que quelqu'un nous explique qui a dépassé les comptes du candidat Sarkozy de 20 millions au moins. C'est pas une blague. On n'est pas, on est en France, et qu'il n'y ait pas de réponse là-dessus et qu'on dise ah oui mais c'est un complot et bien sûr tous les juges sont rouges. C'est pas ça qui l'arrêtera. En tout cas, je sais pas si ça l'arrêtera, mais moi ça me pose un problème en tant que citoyen. On respecte plus les règles et c'est normal. Et la deuxième chose, c'est la partie personnelle. Et moi, ce qui m'inquiéterait si j'étais Sarkozy, c'est que tous les gens à qui je suis censé gouverner, si je suis élu, tous ces mecs me détestent. Tous ces mecs veulent ma peau. Je vais être le président de quoi? Il y a les trois quarts de lui. Il a l'appareil. Qu'est-ce qu'il reste? Brice Hortefeux. Il reste Brice Hortefeux. Il reste Carla, hein. Ouais, enfin, je veux dire, quand on voit ce que dit... Vous semblez découvrir le cynisme en politique. Oui, c'est ça. Quand on voit ce que dit Copé, quand on voit ce que dit Juppé, quand on voit ce que dit Fillon, etc., même si on est au-delà d'une primaire.
C'est vraiment brutal. Vous avez une vision naïve de la politique. Pas du tout. Moi, je lis. Je fais que lire, y compris vos éditos. Thierry Guerrier. Ouais, en termes de mécanique politique, quitte à me répéter, je trouve qu'il y a une problématique assez proche pour la primaire de la droite que celle que je posais tout à l'heure pour l'élection américaine. La question est de savoir quelle va être la base électorale de la primaire, et en particulier pour Alain Juppé. Si Alain Juppé arrive à mobiliser des gens qui, dans les sondages aujourd'hui, du centre-gauche, de la droite de la gauche, disent on va aller voter pour lui aux primaires, on va faire cet acte quand même volontaire qui est d'aller signer le fait qu'on partage les valeurs républicaines de la droite, on va payer 2 € à chaque tour, etc. On va se déplacer dans un bureau de vote, on va essayer de trouver où il est pour apporter un suffrage à Alain Juppé, alors il a une chance. Si en revanche c'est exclusivement, essentiellement, la base électorale du parti et du premier cercle de sympathisants, alors ce sera Nicolas Sarkozy. Mais qui peut le dire aujourd'hui? Personne. Mais vous avez l'air de penser, Yvan, que tout n'est pas perdu pour Sarkozy. Rien n'est perdu pour personne, mais tout est perdu peut-être pour les lecteurs, parce que je pense qu'il est trop tard, en tout cas, pour faire émerger des figures nouvelles. Parce que, en fait, l'histoire, c'est que tout le monde en a plein le dos, pardon d'être vulgaire, de voir l'année prochaine, en 2017, se présenter ceux que l'on avait déjà vus en 2012 et que l'on connaissait déjà auparavant. Et donc, on voit bien qu'il y a un système politique qui est bloqué, une démocratie qui est bloquée, qui n'arrive plus à produire d'idées et qui n'arrive plus à produire de personnalités. Et malheureusement, nous sommes dans un tel système aujourd'hui qu'on ne voit pas quel serait le Podemos ou le Ciudadanos ou le mouvement Podemos dans votre bouche, Yvan. Vous inquiétez, vous verrez. Ce que je veux dire par là, alors vous dites que vous me lisez, donc vous ne me lisez pas. Parce que j'ai toujours défendu cette idée que la société civile devait aujourd'hui pallier les insuffisances du système politique qui est étouffé de ces partis politiques qui ne représentent plus rien. Mais maintenant, il est trop tard dans un an, donc je crains que ce ne soit une élection pour rien, une élection perdue, et qu'en effet, on se retrouvera avec ces vieilles gardes que je dois dire que moi qui vous lis, mais en même temps, j'ai toujours trouvé assez bizarre cette façon de mettre en avant des gens qui montrent quand même, comme Podemos en Espagne, que quand il s'agit de se salir les mains et d'entrer dans un gouvernement, là il n'y a plus personne. Et j'avoue que j'ai trouvé ça bizarre pour quelqu'un comme vous qui parle quand pas même de Podemos en tant que souhaitait des gens rigoureux au pouvoir. Je parle de Podemos en tant qu'expression d'une société civile irritée. Il y a Macron. Oui, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que Macron effectivement peut être aussi ce révélateur, comme peut l'être et maintenant également à travers son parti Marine Le Pen. Mais est-ce qu'il peut donc arriver à quelque chose, Emmanuel Macron, cette fois-ci? Peut-être. Difficile de faire. C'est difficile, mais je pense que la société est devenue imprévisible tant la colère est palpable. Il suffit de descendre dans la rue, vous sortez du studio et vous parlez aux gens, vous allez voir ce qu'ils vous disent. Et donc cette colère-là, elle est semblable à celle qui se passe aux États-Unis. Et ce qui se passe aux États-Unis avec cette formidable ascension de Trump, malgré tout ce que l'on a pu dire de lui, peut se passer en France avec des gens plus élaborés, peut-être intellectuellement. Oui, voilà. Il y a une alternative donc au populisme de l'extrême droite. Emmanuel Macron pourrait représenter quelque chose, pourrait répondre à quelque chose de réel. Peut-être qu'il a compris que les partis étaient Emmanuel Macron, il a une qualité énorme, c'est l'âge. Et rien que par ce côté-là, il interpelle les gens. Parce que malgré tout, on se dit tous, quelqu'un qui est d'une autre génération va peut-être amener. C'est pas l'âge, c'est sa figure nouvelle. Oui, mais là, je pense aussi que l'expression, sous-estime la volonté. Je pense aussi qu'on sous-estime dans nos sociétés ce qu'on appelle en Afrique le grand frérisme, c'est-à-dire l'espèce de fait que les quadras, quinquas, sexa, etc. dominent ces sociétés, etc. Il y a un type de un peu plus de 30 ans qui dit moi je fonctionne pas dans vos codes et je vais vous montrer comment on fonctionne. Oui. Et ça a un appel réel sur les gens. Après les professionnels de la politique vous diront que faire de la politique sans parti, c'est compliqué et on ne voit pas comment il pourrait récupérer le Parti socialiste malgré tout. Trump vous démontre le contraire. Oui, Trump, mais c'est une politique sans parti. Précisément, il a qu'on arrive aujourd'hui à l'agonie des partis politiques. Il a pris le pouvoir au sein du Parti républicain par le système des primaires, mais bon, il n'est pas. Je veux dire, c'est pas sans parti. Macron, s'il y va, c'est avec en avant, là, ou je sais pas quoi, c'est quand même un peu du rail pour chercher de l'argent, pour avoir des élus, pour avoir même les 500 signatures au Parlement. C'est compliqué. En France, le système est fait de telle manière que si on est hors parti et hors système parlementaire et institutionnel, on a un peu de mal à émerger. Oui. Mais bon, c'est dans combien de mois? 7 mois 6 mois il peut se passer énormément de choses dans ce pays. Dans l'espace dans lequel on vit aujourd'hui, ça peut être... Et on aura de toute façon 2 primaires à droite et à gauche qui... Ouais, on a oublié les écologistes. En plus, primaires. avec bon, un... D'accord, ok, bon, d'accord.
Alors, on va... Nicolas, Nicolas est en train de nous préparer un petit dessin en direct. Un dessin pour Yvan, oui. Ah, mais c'est parfait. La semaine dernière, c'était... Si on voit, il y a marqué « fouteur de merde professionnel ». Ah, parfait. Grâce à moi, même le Figaro cite Podemos. Ah, c'est génial, bravo. Donc, un cadeau pour Yvan. On avait eu droit la semaine dernière également. Merci beaucoup à mes éditorialistes d'avoir participé à ce débat cette semaine dans le monde pour ce retour donc sur l'actualité de cette semaine en France et ailleurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, l'information continue. Très bon week-end. Au revoir.